Bonjour à tous et bon réveil dans votre matinale week-end. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu, des interviews, des débats bien évidemment. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Tegner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur du média Livre Noir. Et William Tay, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour à vous. Tout d'abord, la météo avant de commencer notre programme de ce samedi 16 juillet avec Claire Delorme. Et malheureusement, Claire Delorme ne nous apporte pas un petit peu plus de fraîcheur. C'est bien dommage, Claire. En effet, oui. Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, des températures de plus en plus chaudes dans le sud, pour ne pas dire étouffantes. 16 départements sont encore placés en alerte canicule, une situation qui risque d'évoluer malheureusement au fil des heures. En attendant, côté ciel, pas grand-chose à raconter. Du ciel bleu absolument partout, à quelques nuances près, à savoir vraiment des nuages à caractère anecdotique, que ce soit vers la Bretagne ou encore en direction des Ardennes, et toujours quelques entrées maritimes près du golfe du Lion. Dans l'après-midi, toujours, on va dire, une tempête de ciel bleu, avec le Mistral qui va commencer à se lever. 60 km/h, et vu que les sols sont extrêmement secs et vu que les températures sont très chaudes, le risque d'incendie est vraiment maximal dans ces régions, donc soyez extrêmement prudents. Pour les températures, déjà chaudes au lever du jour, surtout pour le tiers sud du pays, déjà 23 degrés de manière généralisée près de la Méditerranée, 21 degrés en direction de la Gironde. C'est en revanche beaucoup plus respirable encore sur une large moitié nord, avec 10 degrés, pas plus du côté de Cherbourg, 17 degrés pour la capitale. Et donc dans l'après-midi, la chaleur investit progressivement, mais sûrement à nouveau les régions du nord, donc 30 degrés pour la capitale, 29 degrés à Strasbourg, 31 degrés à Brest. Ça sera tout juste respirable près des côtes de la Manche, avec 26 degrés en direction de Lille, mais 39 degrés en direction de Montpellier, localement 40 degrés, voire on pourrait flirter les 41 degrés. Donc une situation malheureusement qui ne va pas s'arranger au fil des heures avec les jours suivants, donc la journée de dimanche toujours aussi ensoleillée, et donc là la chaleur à nouveau investit le pays pour un pic caniculaire à partir de lundi et de mardi. Attention, la barre des 40 degrés pourrait être dépassée sur les 2 tiers du pays. Donc une situation que l'on surveille avec beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence, et un scénario qui restera affiné par Météo France, mais on pourrait mettre fin à ces fortes chaleurs à la mi-semaine avec l'arrivée des premiers orages par l'ouest. Alors oui, non seulement on dort mal, mais en plus avec cette canicule et la sécheresse, c'est évidemment le risque d'incendie qui est très très élevé. On va commencer cette première demi-heure avec les titres. Jamais la Gironde n'avait connu des feux aussi dévastateurs. Près de 8000 hectares de forêt partis en fumée, 12 000 personnes évacuées, de grosses frayeurs pour beaucoup d'habitants de la région et déjà une polémique. Manque-t-on de moyens pour lutter contre les flammes? Tout au long de cette matinale, nous serons sur le terrain avec Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau. Vous verrez aussi les dernières images et nos reportages auprès des réfugiés dès le début de cette édition. Politique également avec le cailleux dans la chaussure du gouvernement, sans faire de jeu de mots. Caroline Cayeux, ministre en charge des collectivités territoriales, va-t-elle pouvoir se maintenir à son poste malgré ses excuses? Après ses propos blessants sur le mariage pour tous et sur les homosexuels, elle est lâchée par certains ministres et puis des membres de la majorité qui ont même signé une tribune contre elle, une tribune qui pourrait être publiée dans les prochaines heures. Et enfin, les plages du Touquet, désormais interdites aux fumeurs. Ce sont les premières de la Côte d'Opale à décréter cette mesure. Alors, est-ce qu'on infantilise les Français ou au contraire, il est l'heure de leur taper sur les doigts face à ce fléau des mégots retrouvés par milliers dans le sable sur lequel jouent nos enfants et qui polluent durablement les eaux? On s'interrogera également sur ce plateau. On commence évidemment avec les incendies en Gironde. Certains pompiers qualifient ces feux d'incendie du siècle. Ils sont plus de 1800 pompiers, toujours mobilisés contre les flammes dans le département. Le feu qui a englouti près de 8000 hectares de forêt, 12 000 personnes évacuées, je vous le disais, à la Teste de Bûche et à Landiras. À Landiras, d'ailleurs, c'est la thèse criminelle qui est privilégiée par le parquet. On fait tout d'abord le point et on regarde les dernières images avec Yann Effelé avant de retrouver Marine Sabourin sur le terrain. De gigantesques brasiers simultanés, du jamais vu en Gironde. À la Teste de Bûche, plus de 3100 hectares sont partis en fumée depuis mardi. Sur les bords du lac de Cazaux, commune au bord de la forêt, les pompiers ont mené une lutte au corps à corps avec le feu, qui s'attaque au pin adossé à la dune du Pilat. Après le passage des flammes, des bâtiments totalement calcinés. 3 maisons d'habitation ont été brûlées, dont une avec 3 logements, un restaurant. Ce que je tiens également à souligner, c'est qu'une centaine d'habitations ont été sauvées par l'action formidable des pompiers. En parallèle de cet incendie, un autre front à Landiras, dans le sud de la Gironde. La situation y est jugée défavorable par les autorités. Face aux fortes chaleurs et à la montée en puissance du vent, la préfecture craint aussi l'apparition d'un nouveau brasier.
En plus de ces 2 grands feux à gérer, nous avons eu 6 départs de feu dans le département. Et chaque fois que nous avons un départ de feu, et je pense que cela se comprend très facilement, nous détournons nos moyens aériens, que ce soit les Canadair notamment, pour les envoyer sur ces départs de feu de manière à ne pas avoir un 3e feu important qui se créerait. Pour le feu de Landiras, la thèse criminelle est privilégiée par le parquet de Bordeaux. 1 millier de pompiers se relayent jour et nuit pour vaincre les flammes. On va retrouver immédiatement Marine Sabourin à la Teste en Bûche en Gironde. Marine, c'est peut-être la première bonne nouvelle depuis le début de ces incendies, c'est qu'il ne se déplace plus cet incendie, mais c'est loin d'être fini. Anthony, oui, en effet, la situation se stabilise, mais le feu n'est toujours pas fixé. Ici, il y a plus de 3000 hectares qui ont brûlé. Donc le feu ne progresse plus, mais pour l'heure, c'est-à-dire qu'il se concentre en fait dans un périmètre restreint. Ça, c'est grâce aux 1000 pompiers qui sont mobilisés ici. Ils ont notamment réalisé des tranchées afin de délimiter en fait ce feu. Concernant les habitants de Cazaux, alors vous pouvez le voir sur les images de Thibaut Marcheteau, ils n'ont toujours pas accès à leurs habitations. Ils ne pourront pas y accéder aujourd'hui. Certainement, mais en fait ils sont particulièrement inquiets puisque certains ont laissé leurs animaux, d'autres leurs affaires. Ils aimeraient vraiment retourner au plus vite chez eux. S'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est parce que les pompiers veulent s'assurer qu'il n'y a aucun danger pour eux. Là-bas, l'air est particulièrement irrespirable. Ils veulent sécuriser les habitations aussi avant. On en saura plus dans quelques heures puisque les sapeurs-pompiers devraient donner les prochaines consignes à suivre aujourd'hui. Marine Sabourin sur le terrain avec Thibaut Marcheteau. Vous effectuez un travail remarquable depuis le début de ces incendies. On vous remercie de nous rapporter tout ce qui se passe sur le terrain. Emmanuel Macron qui a salué sur Twitter le courage et l'engagement des 3000 pompiers venus de toute la France pour lutter contre les incendies dans le sud du pays. Alors pas seulement en Gironde mais aussi du côté des Bouches-du-Rhône. Le chef de l'État qui s'est aussi félicité que la France puisse bénéficier de la solidarité européenne. La Grèce, l'Espagne et l'Italie ont notamment fourni des moyens à la France. On écoute le chef de l'État. Dans ce contexte, nous avons pu aussi bénéficier de la solidarité européenne. Et ce mécanisme européen que nous avons mis en place est beaucoup poussé, pour lequel nous avons contribué l'été précédent, en allant aux côtés de certains autres pays qui étaient très touchés. Je pense à la Grèce. Nous en bénéficions en ce moment. Et je veux en particulier remercier la Grèce qui vient de mettre justement plusieurs appareils à notre disposition qui sont arrivés il y a quelques heures, ce matin. On est souvent venu en aide à la Grèce dans le cadre des incendies qu'elle a pu traverser, qu'elle a pu subir. Aujourd'hui, c'est la Grèce qui nous vient en aide et plus largement l'Union européenne. Est-ce que ça doit nous inquiéter sur les moyens que possède la France pour lutter contre ces incendies? On sait qu'on a des responsables locaux justement qui s'inquiètent de cela, qui disent on n'avait pas des Canadair à disposition dès le début de ces incendies. On aurait pu les avoir plus tôt et ça nous aurait évité une telle situation aujourd'hui. Éric Tegner. C'est vrai qu'effectivement, c'est ce fameux plan Rescue où il y a à peu près une douzaine de Canadair qui sont concentrés au niveau européen justement pour être donnés aux pays qui sont les plus en difficulté. Et ce qui paraît surprenant, c'est qu'en règle générale, dans le cas où on peut mettre en place ce type de dispositif, souvent c'est la France qui est justement en avant et qui va prêter et qui aide ses moyens à d'autres pays. Et c'est vrai que moi, ça m'a surpris de voir qu'en fait, on avait besoin de l'aide de la Grèce ou de l'aide de l'Italie, alors qu'en France, on est habitué effectivement à avoir des problèmes de feux de forêt, même si, il faut quand même le rappeler, c'est que cette année, on a plus de 25 fois plus de feux que l'année dernière à la même période. C'est près de 2300 hectares qui sont brûlés contre 50 hectares au même moment, donc ça reste quand même d'une ampleur inédite. Et on parle d'incendie du siècle. Mais en même temps, moi je vois que sur les 4 Canadair qui nous ont été donnés, donc 2 de la Grèce et 2 de l'Italie, pour l'instant les 2 Italiens sont laissés de côté en réserve. Donc ça dépend aussi de l'utilisation qui peut en être faite et surtout de la rapidité d'utilisation, parce qu'aujourd'hui on a des feux qui certes sont contrôlés sur certaines zones mais qui ont pris très très vite. William Tess, ça vous inquiète sur les moyens que possède la France aujourd'hui pour faire face à ces incendies? Ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine des incendies. Vous avez 2 types de départ d'incendie. Le premier, c'est ceux qui sont d'origine humaine et les deuxièmes, c'est ceux qui sont de catastrophes naturelles. Sur ceux qui sont d'origine humaine, vous avez 2 types de catégories. Ceux d'origine criminelle et ceux qui sont involontaires, notamment en laissant des petits mégots ou des erreurs qui sont humaines. Sur ces points-là, vous ne pouvez pas les maîtriser. Notamment, vous ne pouvez pas maîtriser le nombre de faits parce que ça dépend de l'activité humaine. Il faut regarder l'évolution de l'attitude des personnes. Soit vous prenez en place une législation pour contrôler ces départs
de feu et donc interdire l'accès à certaines forêts, etc. Ça, c'est le premier élément. Mais ça ne repose pas du coup sur une question de moyens, ça repose sur une question de réglementation publique. Sur le deuxième élément, qui sont les catastrophes naturelles. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que qu'est-ce qui se passe avec la question du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est pas uniquement que les températures deviennent plus élevées. C'est effectivement que la température moyenne au sein du globe devient plus élevée, mais surtout, et c'est ça l'élément le plus intéressant, c'est que les catastrophes naturelles vont devenir de plus en plus récurrentes et de plus en plus récentes. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez de plus en plus d'incendies. C'est pour ça qu'en fait, chaque année, vous avez des commentaires sur les incendies, alors qu'il y a 20-30 ans, vous n'avez pas ce type de commentaires. Et donc, comment on fait pour y répondre? Parce que si vous avez ce type d'événement, du coup, il faut que les pouvoirs publics puissent y répondre. Ça repose sur deux biais. Normalement, vous pouvez le faire de ce qu'on appelle, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec les pompiers qui sont mobilisés dans le sud, notamment en Gironde, c'est-à-dire vous adaptez les ressources de l'État pour que les pompiers y viennent. Mais quand vous arrivez dans ce type de moment, vous arrivez aussi au moment de canicule. Donc, est-ce que vous pouvez adapter les ressources, notamment de pompiers qui doivent aider les personnes âgées dans les grandes métropoles, à Paris, à Lyon, etc., ou même dans tous les territoires, alors que vous avez également un départ d'incendie? Je pense que le meilleur moyen, c'est de pouvoir augmenter les moyens, notamment parce qu'on sait qu'à cette période, dans les années à venir, dans les décennies à venir, vous aurez toujours plus d'incendies. Et donc, du coup, il faut que l'État français, en coordination éventuellement avec les autres États européens, parce que sur la question des Canadaires, sur la question des moyens matériels, vous pouvez les mutualiser désormais. Il faut augmenter les moyens pour pouvoir y répondre. La faute de l'État et la faute notamment du gouvernement, c'est de savoir qu'il y avait des incendies et qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas y répondre. Emmanuel Macron avait dit, notamment dans la campagne présidentielle, je lutterai contre le réchauffement climatique. Apparemment, c'est que de la com. Il est incapable d'y répondre concrètement sur des actes. Il y a un autre élément, quand vous parlez justement de départ de feu involontaire, moi, qui m'inquiète, c'est à Barbantane. C'est justement le maire de Barbantane, dans les Bouches-du-Rhône, qui envisage de porter plainte contre la SNCF parce qu'un départ de feu, et ça paraît sidérant quand on l'entend, ça vient justement d'un train, exactement, d'un train de marchandises qui a déclenché pas un seul départ de feu, mais 9 départs de feu en raison d'un dysfonctionnement des freins. J'ai l'impression quand même d'être au 19e siècle où nos trains aujourd'hui n'ont pas de modernité. Et là-dessus, c'est une responsabilité directe de l'État également, qui est complètement engagée. En revanche, là où je tiens à préciser, c'est que ce qui est bien réussi, notamment en Gironde, c'est l'évacuation des personnes. Il y en a eu près de 12 000. Il n'y a eu aucune victime à déplorer. Là-dessus, c'est plutôt un bon travail. C'est plutôt une réussite, effectivement, des forces de secours. On va passer à la politique maintenant. Caroline Cayeux, la ministre des collectivités territoriales, peut-elle se maintenir au gouvernement? Cette affaire, évidemment, embarrasse l'exécutif. Deux ministres, Clément Beaune et Marlène Schiappa, ont remis une pièce dans la machine en se désolidarisant et en condamnant les propos de leurs collègues. C'est quand même un signal. Clément Beaune, le bon élève du gouvernement. Marlène Schiappa, extrêmement fidèle au chef de l'État. On va revenir sur le fond de l'affaire. Des propos blessants sur le mariage pour tous et sur les homosexuels tenus par Caroline Cayeux en 2013, qu'elle disait assumer en début de semaine avant de provoquer un tollé et de présenter ses excuses. Les explications avec Mathieu Rio. Tout commence avec des propos tenus en 2013. Caroline Cayeux qualifiait le mariage pour tous de dessein contre nature. Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations. Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cayeux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien. Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères, car ils ne reflètent pas du tout ma pensée. Après ce mea culpa, Caroline Cayeux a reçu le soutien d'Elisabeth Borne. Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires. Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement. Voilà, résultat, vous venez de l'entendre, cette tribune secrète, entre guillemets, en préparation, puisqu'elle ne l'est plus du tout, qui serait signée par une centaine de personnes, dont des anciens ministres, dont des anciens premiers ministres, et par les députés de la majorité, certains députés de la majorité. On a des ministres, tout à l'heure, je le disais, des ministres de l'actuel gouvernement qui se désolidarisent de Caroline Cayeux. Est-ce qu'elle peut se maintenir, William Théo, au gouvernement? Non, je pense que c'est quasiment fini pour elle, et elle est au courant. Il y a plusieurs raisons pour ça. Parce qu'on a pourtant eu, vous avez entendu la première ministre, Elisabeth Borne, qui continue à la soutenir. Oui, mais c'est pas elle qui décide. Voilà, c'est ça. C'est pas elle qui décide, en fait. Donc
Bon, je pourrais dire que c'est toujours intéressant d'avoir son avis, mais je dirais aussi qu'on s'en fout complètement. Pourquoi est-ce qu'elle est dans une situation compliquée ? Parce qu'au départ, avant qu'Elisabeth Borne soit nommée, la rumeur, elle voulait que ce soit Catherine Vautrin qui soit nommée. Et Catherine Vautrin était bloquée sur une seule raison, donc pas sur son appartenance politique ou sur ses idées, etc., sur une seule raison, sur la question de sa participation au mariage pour tous. Et ensuite, ça avait conduit notamment au cadre de la majorité, Richard Ferrand, Castaner, etc., qui ne sont plus là maintenant, à notamment se mettre en opposition face à Emmanuel Macron pour demander le fait qu'elle ne soit pas nommée. Caroline Cayeux, qui n'a pas de poids politique, qui n'a pas de parti avec elle, qui n'a pas de grand soutien, qui n'apporte pas beaucoup de troupes et qui ne permet pas notamment de lutter, de calmer les élus locaux pour Emmanuel Macron, pour quelle raison Emmanuel Macron se garderait, comme vous l'avez dit, ce caillou dans la chaussure ? Il n'y a quasiment aucune chance en fait qu'il la conserve. Parce que l'origine du macronisme, même s'il est très flou idéologiquement sur les questions économiques, ils ont changé d'idée 150 fois. Sur la question du nucléaire, ils ont changé 150 fois. Il y a une seule idée sur laquelle ils n'ont pas changé, c'est la question du progressisme, et notamment de la lutte, notamment sur ces idées-là, donc contre ce qu'ils appellent le conservatisme, sur les idées notamment du mariage pour tous. Et sur cette question-là, ils vont rester cohérents parce que c'est leur cible électorale et pour ne pas se mettre en contradiction en vue d'une élection législative anticipée, ils ne pourront pas garder Caroline Cayeux et c'est pour ça qu'elle va partir sur zéro. Parce que quand elle dit sur son interview, elle dit j'ai dit des propos il y a 10 ans et je le regrette désormais. Mais elle les a confirmés sur Public Sénat en début de semaine. Et c'est pour ça que ces excuses ne sont pas sincères pour les membres de la majorité. Et Éric Tegner, rapidement, il y a quand même un problème de ligne et ne serait-ce que pour Elisabeth Borne, par exemple. Ça fait déjà beaucoup de valeurs qui sont mises à mal par des affaires au sein du gouvernement. Elle voulait se faire le champ de des violences faites contre les femmes. Il y a eu l'affaire Damien Abad. Ensuite, la lutte contre les discriminations. Il y a quoi ? Il y a un problème de casting dans la Macronie aujourd'hui. Outre ses propos, parce que je me demande qui l'a envoyé sur Public Sénat, vu comment elle a l'air aussi douée en communication, je pense que c'était fait exprès, la boucle est enfin bouclée. À un moment donné, il faut arrêter de dire que parce que vous avez été contre le mariage pour tous en 2013, alors qu'elle n'a même pas manifesté, il y avait 1 million de gens dans la rue, du coup ça voudrait dire qu'elle est homophobe. Quand j'entends des gens dire qu'il y a un gouvernement homophobe, parce que la présidente de l'Assemblée nationale... Il y a eu des propos blessants par ailleurs de sa part, en parlant de ces gens-là, en disant que c'était contre nature. Mais on a le droit, effectivement, vous avez raison de le souligner, d'avoir été contre le mariage pour tous. C'était un piège de l'envoyer sur Public Sénat. Il y avait à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de polémique médiatique, d'où on interroge justement une ministre des collectivités territoriales. Et vous êtes d'accord qu'il y a une question de cohérence du gouvernement ? Moi, ce qui me dérange, c'est le côté de la chasse aux sorcières sur le fond. On est d'accord, ce qu'elle a dit, évidemment, c'est scandaleux, mais elle l'a dit aussi parce que je pense qu'encore une fois, elle est nulle et qu'elle s'est laissée emporter. C'est une personne, elle n'a aucune expérience là-dessus. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le côté de dire vous êtes homophobe parce que vous avez été contre le mariage pour tous en 2013. C'est les gens qui vont dire, du coup, il y a un gouvernement... Non. Elle a tenu des propos blessants. Bien sûr, non, mais à l'origine... Encore une fois, je le répète, avoir été contre le mariage pour tous n'est pas... On a le droit d'être contre le mariage pour tous. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait tout à l'heure William Tay, justement, Catherine Vautrin, alors qu'elle était un excellent choix potentiel de Premier ministre, si elle n'a pas été choisie, c'était en raison de cette question du mariage pour tous. Donc ça, c'est un problème de cohérence. Est-ce que c'est ce qui doit déterminer aujourd'hui toute la politique gouvernementale ? Effectivement, moi, ça me pose un problème que ça soit le seul ADN, alors que le mariage pour tous est remis en cause par personne aujourd'hui. Et alors qu'elle est en charge des collectivités territoriales et que ça n'a pas nécessairement d'incidence sur ses opinions passées. Exactement, Marlène Schiappa lui expliquait qu'elle pouvait quand même mener quelque chose dessus. Si la question a été posée sur Public Sénat à l'origine, alors qu'il n'y avait aucun débat, d'ailleurs on en parle, mais Caroline... Ça pose quand même la question, la limite du en même temps d'Emmanuel Macron dans son casting. Voilà, c'est un petit peu les grands écarts permanents sur les idéologies qu'il rassemble au sein d'un même gouvernement. Était contre au début le mariage pour tous en 2013, simplement lui il a su faire un peu son mea culpa d'une façon... On va avancer parce qu'il est 7h16 et on est légèrement en retard sur le rappel de l'actualité. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Marie Conan. Vers un week-end très chargé sur les routes, ce sont les prévisions de bison futé. Toute la France est classée rouge dans le sens des départs samedi et dans le sens des retours dimanche. La circulation sera très difficile alors même que les fortes chaleurs continuent. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte concernant le feu d'artifice du 14 juillet qui a tourné au drame à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Un incendie de tir a coûté la vie à 2 membres d'une même famille, un enfant âgé de 7 ans et sa sœur de 24 ans. 7 autres personnes ont été blessées. Cette enquête devra déterminer les responsabilités de chacun. En Ukraine, la colère règne après la frappe de missiles russes qui a touché jeudi dernier le centre-ville de Vinnytsia, dans le centre du pays. Les secours décomptent désormais 23 civils tués et plus de 100 blessés. Plusieurs dizaines de personnes sont encore portées disparues.
Ouais, ça tombe bien, Marie Conan, vous allez rester avec nous puisqu'on va ouvrir une page santé avec ce mystérieux surnom donné à ce nouveau variant de la Covid-19, le variant Centaure. Vous en avez peut-être entendu parler autour de la table. Annonce-t-il une nouvelle vague épidémique pour la rentrée ? Marie Conan, vous allez tout nous expliquer, notamment les caractéristiques de ce nouveau variant. Mais tout d'abord, pourquoi ce nom Centaure, assez intimidant ? On n'apprend pas tant que ça finalement. Oui, et bien d'abord, ce sous-variant fait partie de la grande famille, vous le disiez, du variant Omicron. Et officiellement, les scientifiques l'ont baptisé BA2.75, mais c'est l'appellation Centaure qui est restée. Centaure qui fait référence à une créature mi-homme, mi-cheval dans la mythologie grecque. Alors le surnom ne vient pas de l'OMS, mais c'est une simple blague d'un internaute. Le tweet sarcastique d'un Espagnol, le voici. Je viens de nommer le variant BA2.75 d'après une galaxie. Son nouveau nom est la souche Centaure et depuis, le surnom a été repris dans les médias. Voilà, ça tient à pas grand-chose finalement. De nombreux scientifiques qui affirment déjà que ce nouveau variant Centaure présage d'une nouvelle vague épidémique en France. Pourquoi est-ce qu'il inquiète, Marie ? Eh bien d'abord car il serait potentiellement plus transmissible. Il a été signalé pour la première fois en Inde en mai. Il a depuis été détecté dans de nombreux pays, dans une dizaine de pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Australie. Et si l'on analyse sa propagation en Inde, de nombreux scientifiques déclarent qu'il pourrait très rapidement devenir plus dominant. Il pourrait être plus transmissible que son cousin, le variant BA5. En France, c'est le variant qui est aujourd'hui le plus dominant et qui a entraîné cette 7e vague. Alors le variant Centaure va-t-il le détrôner en France ou dans le monde ? C'est une crainte de la communauté scientifique, d'autant que sa dangerosité inquiète également. L'une de ces mutations pourrait le rendre plus résistant au vaccin, mais dans les deux cas, concernant sa contagiosité ou bien sa transmissibilité, ou bien sa dangerosité, il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Les échantillons d'analyse sont trop faibles. C'est peut-être l'occasion de rappeler aussi quelle est la situation sanitaire en France en ce moment. Les contaminations, les hospitalisations, est-ce qu'elles sont en hausse, Marie ? Eh bien, les contaminations sont en baisse en France depuis le début de la semaine. Le pic de la 7e vague est en train d'être passé. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron il y a 2 jours. 23 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. C'est une baisse de 83% en une semaine. Mais attention, les nouvelles hospitalisations sont-elles en hausse ? Les admissions à l'hôpital ont augmenté de 22% en une semaine. Donc, on a un réel décalage avec la tendance des cas positifs. Merci Marie Conan pour toutes ces explications. On en a marre, non, Éric Tegner ? Je voulais poser mon joker justement pour cette non, mais je ne sais pas, voilà, à chaque fois qu'on a l'impression de s'en sortir un petit peu, on nous parle d'une nouvelle vague, puis maintenant d'un nouveau variant, et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir avec ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi un côté d'alarmisme, où à chaque fois on va dire voilà, va y avoir une nouvelle vague, vu que la nouvelle vague elle n'est pas aussi importante que celle qu'on prévoyait, il y en a une nouvelle qui arrive, donc c'est extrêmement difficile en fait de se projeter, mais ça renvoie toujours à la même question qu'on dit depuis plusieurs mois, c'est qu'il faut tout simplement s'habituer avec le virus, il faut justement mieux desserrer les taux désormais. S'il y a une chose positive avec cette crise, c'est que ça a peut-être appris un peu plus de gestes barrières, un peu plus de se laver les mains, de prendre des gestes. Vous savez, on est un pays, la France, contrairement à d'autres, par exemple je pense aux États-Unis, on est moins éduqué justement à se laver les mains, à prendre ce genre de réflexe, et pour le coup là-dessus c'est positif. Moi je pense que par rapport aux données qui sont données par les scientifiques, il n'y a pas véritablement de raison de s'inquiéter, et c'est la raison pour laquelle la législation, même du côté du gouvernement, tend quand même à se flexibiliser pour les mois à venir. William Tay. Il y a plusieurs points sur la question du coronavirus. Le point essentiel, c'est que c'est la doctrine qui a été mise en place depuis 2021 dans la plupart des pays occidentaux. C'est il faut vivre avec le virus. C'est la thèse notamment de Boris Johnson qui a suivi celle de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de garder le moins de restrictions possible pour laisser le plus possible les gens sortir, avec néanmoins des prises de précaution. Et quelles sont ces prises de précaution ? C'est quasiment les mêmes que celles qu'ont fait les pays est-asiatiques après l'apparition du SRAS 1, 2, 3, 4. Et en fait, nous, l'essentiel qu'on doit prendre en compte, c'est que nous aurons des nouveaux coronavirus, nous aurons de nouvelles maladies. Et c'est comment on fait pour y faire face et pour ne pas avoir tous les 3 mois un débat sur est-ce qu'il faut enfermer les gens chez eux, est-ce qu'il faut faire en sorte de distinguer les commerces essentiels ou non essentiels, est-ce qu'il faut faire en sorte que les personnes âgées restent chez eux et les jeunes puissent sortir ou pas. La question essentielle, c'est comment on fait pour vivre avec ces nouvelles menaces. Nous aurons des nouvelles menaces. Le rapport Global Britain, sorti notamment par l'Angleterre, démontre notamment qu'en raison de l'agriculture intensive, vous aurez l'apparition de nouvelles menaces, donc ça s'appellera pas coronavirus, mais vous aurez différentes maladies. Et maintenant... la conclusion de tout ça, c'est même plus peur ? Non, moi je pense qu'il faut faire en sorte
sorte de pouvoir vivre avec. Nous avons réussi à vivre avec la grippe, nous avons réussi à vivre face à toutes les maladies. La France a résisté depuis plus de 1000 ans à tous les défis possibles, aux guerres, aux défaites et aux occupations, et nous, on aurait peur uniquement d'un virus et on est capable d'enfermer 66 millions de Français à cause d'un virus. Non, au bout d'un moment, il faut changer d'opinion. La France est capable de résister si elle s'en donne les moyens et surtout si elle adopte une stratégie qui est claire. L'essentiel, c'est de mettre en place une bonne stratégie et une bonne vision pour réussir à ça. C'est la mondialisation aussi qui nous retombe dessus, contrairement justement au siècle passé où pour le coup, on paye le fait d'être dans un monde où un virus peut venir de Chine et en 2 jours arriver en France. Et ça dessus, c'est un peu ironique. Alors, on va revenir à un sujet très sérieux, les vacances. Vous prenez vos vacances plutôt en juillet ou en août autour de la table? Je ne pars pas en août parce qu'il fait trop chaud maintenant. Je pars plutôt en septembre. Plutôt en septembre, mais ça coûte moins cher, vous avez bien raison. Vos vacances Moi, mes vacances bientôt sont sautées, d'accord. Mais Vous êtes originellement, c'est mois d'août. Vous êtes au bureau comme moi, vous ne faites pas partie des juilletistes, il y en a de plus en plus. Il y a une autre tendance en ce moment sur les plages de France. Je ne sais pas si vous avez vu, les plages de France sont infestées par les mégots de cigarettes. C'est terrible. Et de plus en plus de municipalités décident d'interdire la cigarette sur les plages. La dernière d'entre elles, c'est la ville du Touquet. J'en parlais dans les titres tout à l'heure, dans le département du Pas-de-Calais. C'est la toute première ville de la Côte d'Opale à prendre cette mesure. En cause, évidemment, ces mégots de cigarettes, assez insupportables l'été. Est-ce qu'on infantilise, selon vous, les Français en prenant ce type de mesures, ce genre d'interdiction, ou au contraire, il faut un moment taper sur les doigts des Français parce que, voilà, on a beau, et c'est le cas du maire du Touquet, avoir distribué des cendriers portatifs ou fait la promotion des cendriers portatifs, ça n'a pas marché. Et résultat, il a décidé de leur taper sur les doigts. Avant de vous faire réagir, Éric Tegner, je voudrais juste vous montrer ce sujet qui est signé Mathieu Devez, et on en parle juste après. Plus possible de fumer sur le sable du Touquet Paris-Plage. C'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville, protéger les enfants et l'environnement. On n'en peut plus, alors parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, de voir des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement, tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot met plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue lui seul 500 litres d'eau. Donc je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on évite de la souiller plus encore par ces mégots. En France, plus de 70 plages sont non-fumeurs, comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la Côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents, avec des amendes jusqu'à 150 €. Éric Tegner, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est le moment des coups de règle sur les doigts pour les fumeurs sur les plages ou est-ce qu'on les infantilise démesurément? Alors déjà, c'est une prérogative du maire. Donc, c'est-à-dire que si le maire a pris cette mesure, c'est justement parce qu'il y avait beaucoup trop de mégots de cigarettes sur les plages du Touquet en particulier. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire là où il n'y a pas fondamentalement de problème. Il y en a, ils s'en sortent très bien. Moi, qui suis plutôt de Bretagne. En Bretagne, en tout cas sur les plages, moi, je suis dans les Côtes d'Armor. Vous parliez des vacances, il n'y a pas ce type de problème. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'un côté, on peut interdire la cigarette, de l'autre, de créer des espaces où les gens puissent fumer. À un moment donné, il ne faut pas non plus faire culpabiliser tout le temps aussi le fumeur. Tout comme le fumeur peut s'adonner à son activité sur les bars de plage, en tout cas au Touquet et sur la digue. Je pense que ce qui est intéressant à faire, c'est vraiment de multiplier justement ces bars ou les restaurants éphémères, vous savez, sur les plages, là où justement la marée n'arrive pas. Et à cet endroit-là, peut-être de faire en sorte de fumer. Je pense que de toute façon, il ne faut pas négliger véritablement le fait que tous les jours, de façon très régulière, il y ait des personnes qui viennent aussi nettoyer les plages, parce qu'il n'y a pas uniquement la question des mégots de cigarettes, il y a véritablement aussi la question du plastique. Parce qu'aujourd'hui, la mer est extrêmement polluée par le plastique et on ne va pas interdire non plus les sandwichs ou les pique-niques sur les plages et pourtant ça pollue aussi beaucoup. Il nous reste une petite minute avant de marquer une pause. L'interdiction de la cigarette sur les plages, c'est une bonne chose. Ça doit se généraliser dans toute la France ? Non, je pense que le plus intéressant, c'est ce qu'a dit Éric Tegner, c'est qu'il faut que ce soit chaque maire qui, en fonction de leurs contextes locaux, décide de le faire. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous parlez de la question, est-ce qu'on infantilise ou pas ? Normalement, vous infantilisez les Français quand ils sont capables d'évoluer eux-mêmes et qu'en fait, ce soit le pouvoir public qui décide donc du coup de prendre une règle autoritaire. Mais là, visiblement, c'est pas le cas parce que depuis plusieurs semaines et notamment à chaque saison, Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, a essayé notamment de mettre en place plusieurs éléments et malgré tout, ça ne marche pas. Et donc du coup, c'était le dernier recours pour lui. Il n'a pas le choix en fait.
Eh ben, très bien, on va marquer une pause. On revient dans un instant, on reviendra bien évidemment sur les incendies qui frappent la Gironde. Près de 8000 hectares de terrain qui ont été brûlés. 1800 pompiers sont à pied d'œuvre pour essayer d'éteindre le feu qui ne progresse plus, mais qui est toujours très actif. On sera sur place avec nos reporters Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau tout de suite. 7h29 sur CNews, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end pour décrypter l'actualité avec moi sur ce plateau. Éric Tegner, cofondateur et directeur du média Livre Noir, et William Tay, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Les titres de l'actualité. Jamais la Gironde n'avait connu des feux aussi dévastateurs. Près de 8000 hectares de forêt partis en fumée, 12 000 personnes évacuées, de grosses frayeurs pour beaucoup d'habitants de la région et déjà une polémique. Est-ce qu'on manque de moyens pour lutter contre les flammes? Tout au long de cette matinale, on est sur le terrain avec Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau, et vous verrez bien sûr les dernières images et nos reportages auprès des réfugiés dès le début de cette édition. Et si les membres d'un commando responsable d'une fusillade mortelle à Nantes étaient libérés à la fin du mois? Ce n'est pas de la fiction, c'est une hypothèse hautement probable qui souligne le manque de moyens de la justice. Car oui, des individus pourraient bien sortir de prison parce que les magistrats ne sont pas parvenus à respecter les délais d'instruction. Une affaire complètement effarante dont on vous parle dans quelques instants. Si les impôts vous contactent dans les prochains jours, ne soyez pas surpris par leur manque de correction. Ils ne vous diront plus bonjour madame ou bonjour monsieur. Ce sera un simple bonjour pour ne pas heurter votre identité de genre. La Direction générale des finances publiques a-t-elle cédé à la tendance woke? J'ai envie de vous dire, la réponse est dans la question. On va en débattre sur ce plateau dans quelques instants. Et on commence avec ces pompiers qui qualifient ces incendies en Gironde d'incendies du siècle. Ils sont plus de 8000 soldats du feu, toujours mobilisés dans le département. Le feu qui a déjà englouti près de 8000 hectares de forêt, 12 000 personnes évacuées à Landiras et à la Teste de Bûche. Parmi elles, évidemment, de nombreux touristes qui ont dû interrompre leurs vacances. Ils ont été accueillis au parc des expositions de la ville où la solidarité joue à plein. On va retrouver dans un instant Marine Sabourin qui est sur place pour CNews. Mais juste avant ce reportage qu'elle a elle-même tourné avec Thibaut Marcheteau, le récit est signé Arthur Muriot. Des fruits, des chips, de la tarte et même des croquettes pour chiens. Tout a été prévu au parc des expositions de la Teste de Bûche pour accueillir dans les meilleures conditions touristes et riverains évacués à cause des incendies. On a les repas, les petits-déj, le médecin, on peut dormir, on peut se reposer, donc non, ça se passe bien. Il y a la Croix-Rouge qui est super présente et vraiment on peut aller les voir au moindre souci. Les gens sont super gentils, super aimables. Ils nous servent un peu comme des rois et voilà. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Bien dormi? Ouais, vous aussi? Bah oui, je pense à vous. Au total, près de 10 000 personnes ont été évacuées. Là encore, c'est grâce à l'élan de solidarité des Girondins que tous les sinistrés ont trouvé refuge. Nous avons eu près de 500 propositions d'hébergement de la part des habitants du secteur, ce qui démontre un élan de générosité et de solidarité exceptionnel. Et aujourd'hui, nous avons réussi à caser à peu près toutes les personnes. Le parc des expositions accueille actuellement près de 300 personnes et toutes peuvent compter sur les bénévoles de la Teste de Bûche en attendant une amélioration. Sur place, on retrouve sans plus tarder Marine Sabourin. Marine, bonjour, vous êtes avec Thibaut Marcheteau, vous suivez l'évolution de ces incendies depuis le début de la semaine. La première bonne nouvelle peut-être aujourd'hui, c'est que l'incendie ne progresse plus a priori. La situation se stabilise, en effet, Anthony, mais le feu n'est toujours pas fixé ici à la Teste de Bûche. Il y a plus de 3000 hectares qui ont brûlé. Donc, en fait, ça c'est grâce aux 1000 pompiers qui sont mobilisés depuis mardi. Ils ont réalisé notamment des tranchées de plusieurs dizaines de mètres afin de créer des obstacles au feu. Concernant les habitants de Cazaux, alors comme vous pouvez le voir sur les images de Thibaut Marcheteau, la route est toujours bloquée. Cette départementale, en fait, est bloquée depuis plus de 30 heures. Donc, ils n'ont toujours pas accès à leur habitation. Alors on tenait à préciser, en fait, on a vu plusieurs fausses informations circuler sur de possibles convois en fait pour récupérer soit leurs animaux de compagnie puisqu'ils n'ont pas pu les prendre dans la précipitation, soit sur les affaires. Pour l'instant, en réalité, on n'en sait rien en fait. Pour l'instant, les sapeurs-pompiers n'ont pas communiqué, la préfète n'a pas communiqué. Ce sont des bruits de couloir qui sont diffusés donc sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a vu plein d'habitants depuis ce matin en fait venir voir les policiers pour savoir quand ils pourront rentrer. On ne sait toujours pas quand ils pourront récupérer leurs affaires. On en saura peut-être plus tout à l'heure puisqu'il doit y avoir un point avec les sapeurs-pompiers aux alentours de 10h.
Merci Marine Sabourin avec Thibaut Marcheteau. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h20 pour un nouveau point sur l'évolution de ces feux dans le département de la Gironde. La France, qui n'est pas la seule victime de ces incendies. Le feu ravage le sud de l'Europe, résultat de la sécheresse et des fortes chaleurs. Et cela seul parfois par des drames, comme au Portugal, où un bombardier d'eau s'est écrasé, causant la mort du pilote. Vous allez regarder ces images de cette lutte intense contre les flammes chez nos voisins du sud. C'est avec Maureen Vidal et Mathieu Rio. C'est l'un des paysages meurtris par les intenses incendies au Portugal. La végétation autour du célèbre château de Palmela est partie en fumée. Le pays est frappé par 4 brasiers dans le nord et le centre du pays, attisés par des températures extrêmes avoisinant les 47 degrés. Selon la protection civile, ces incendies ont fait 1 mort et une 60aine de blessés. Un avion bombardier d'eau qui luttait contre les flammes s'est aussi écrasé hier soir. Son pilote est décédé. Autre image de ces incendies, cette route d'Aveiro totalement dissimulée sous un nuage de fumée et de cendres. Même scène en Espagne, une dizaine d'incendies sont incontrôlables. 2300 personnes ont dû être évacuées dans la région de Malaga. La seule chose que j'ai, c'est ma maison. J'ai pu prendre mon chat et mon chien, c'est tout. Des incendies causés par une vague de chaleur qui frappe aussi le Royaume-Uni. Pour la première fois de son histoire, le pays déclenche l'alerte rouge canicule. Les températures pourraient atteindre les 40 degrés en début de semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, cette affaire complètement effarante sur laquelle on va s'arrêter avec vous, Éric Tegner et William Tay. Des membres d'un commando responsable présumé d'une fusillade et du meurtre d'un serveur pourraient bientôt être libérés à la fin du mois. Les faits s'étaient déroulés devant un bar à chicha à Nantes en 2019 dans le cadre d'un règlement de compte lié à des trafics de drogue. Alors pourquoi ces hommes pourraient être libérés? Pour des questions de délai d'instruction. Une affaire qui souligne évidemment le manque de moyens de la justice en France. Les explications, Jean-Michel Decaze. Le Moonlight est fermé depuis la fusillade organisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2019 à Nantes. Sur les 3 personnes du commando actuellement incarcérées, 2 vont sortir libres car la chambre de l'instruction n'a pu étudier dans le délai légal de 4 mois l'appel formé par les prévenus suite à leur mise en accusation. Les magistrats dénoncent la multiplication des procédures lancées par les avocats pour engorger le système. Je tiens à rappeler quand même que la défense fait usage de droits qui sont prévu par le code de procédure pénale. Évidemment que ça souligne de manière malgré tout plus générale un manque de moyens et évidemment ça conduit à des dysfonctionnements procéduraux. Les avocats pointent 2 ans d'enquête bâclée et des écoutes mal retranscrites. Une plainte pour faux en écriture publique est à l'étude chez un juge d'instruction. C'est une retranscription qui a été faite exclusivement à charge avec des passages qui ont été oubliés. Vous avez enfin des personnes qui sont renvoyées aux assises alors que vous n'avez pas de tireur qui a été identifié, pas d'ADN, pas d'armes. Le parquet demande que les prévenus qui seront libérés à la fin du mois fassent au moins l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'occasion pour les avocats d'ouvrir une nouvelle procédure car selon eux, le code pénal ne prévoit pas une telle mesure. Alors, on en est à s'interroger sur, à minima, une assignation à résidence, ce qui semblerait être la moindre des choses. Et pourtant, c'est même pas une évidence, ça non plus, puisque la procédure ne le prévoit pas. Donc, ces hommes risquent d'être purement et simplement libérés à la fin du mois. C'est en tomber de sa chaise, quand même. Évidemment, parce que ce qu'on a, c'est pas des criminels de droit commun. C'est pas des gens qui ont volé une sucette à un gamin. Des meurtriers présumés. C'est des personnes qui ont commis une fusillade. Et donc, ces personnes-là pourraient sortir à cause des règles de procédure. Il y a deux faits qui sont scandalisants dans ce point-là. Le premier point, c'est que la justice n'avait pas été capable de rendre une décision au bout de 4 mois, parce que les tribunaux sont malmenés, notamment parce qu'il y a trop d'affaires et que les magistrats n'ont pas le temps. Mais quand vous regardez les moyens de la justice en France, nous dépensons par habitant 2 fois moins que l'Allemagne. Comment ça se fait que la France, qui dépense 65% de PIB, n'est pas foutue d'assurer la sécurité et la justice, qui sont des missions régaliennes en France? C'est ça qui est inacceptable dans cette décision. Et il y a un deuxième point, c'est la question de l'état de droit. L'état de droit n'est pas un état de droit pour les Français. Il faut bien que les Français comprennent ça. C'est un état de droit qui favorise les délinquants et les criminels. C'est-à-dire que les règles de procédure mises en place non seulement par la France, mais également par les traités internationaux et les traités européens que nous avons signés, fait en sorte de donner plus de droits aux criminels et aux délinquants, notamment pour respecter ce qu'ils appellent les procédures de droit classiques, etc. Mais sur ces questions-là, pourquoi est-ce qu'elles ont été prises, ces décisions? Elles ont été prises notamment après la Seconde Guerre mondiale pour faire face à l'arbitraire et l'autoritaire de la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce qu'en Europe, dans toute l'Union européenne... Ça date de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que nous avons un risque de menace fasciste en Europe? Un seul.
un seul État qui risque un menace fasciste. Non, vous n'avez pas ce risque-là. Et donc je pense qu'il faut réviser les procédures parce que il faut adapter les règles de droit à la question de l'ère du temps et à la question des défis du temps. Et les défis du temps sont lesquels? C'est de lutter contre les différents crimes parce que la société s'est radicalisée, s'est polarisée, donc vous avez de plus en plus de crimes. Et deuxième point, il faut faire en sorte que les peines soient plus lourdes parce qu'elles soient adaptées aux nouveaux principes de la justice. Quels sont les nouveaux principes de la justice? C'est qu'avant, on considérait que les personnes étaient réhabilitables dans la société et donc du coup on faisait des peines qui étaient plus courtes pour les permettre de les réinsérer. Est-ce que quand vous avez commis une fusillade et que vous avez venu avec des armes lourdes pour tuer des gens, vous êtes réinsérable dans la société? Est-ce que quand vous avez une personne qui est délinquante du droit commun mais qui a 18 ans, a 25 chefs d'inculpation contre lui, vous êtes réinsérable dans la société? Je ne pense pas. Et donc du coup il faut faire évoluer nos peines. Moi je pense petit à petit comme sur le modèle alors, américain. Il ne faut pas confondre parce que dans cette affaire il n'y a pas une question de décision des magistrats qui seraient laxistes et qui n'appliqueraient pas des peines suffisamment fortes. Là c'est une question de procédure. Oui, mais il y a un autre point. C'est parce qu'ensuite ces personnes-là, même si elles sont jugées, vous avez eu le procès du siècle, le procès de Salah Abdeslam, et vous avez vu que vous avez pu mettre en place la perpétuité réelle. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a trois sujets. La question des moyens de la justice, faire évoluer l'état de droit pour que les procédures soient davantage favorables aux victimes qu'aux délinquants. Et le troisième point qui doit être amené sur les prochaines règles de révision des moyens de la justice, parce que Emmanuel Macron avait lancé les états généraux de la justice, c'est la question d'alourdir les peines pour faire évoluer le droit par rapport à l'évolution de la société. Et Éric Tegner, votre diagnostic? Moi, je rebondis complètement sur ce que dit William Tay, sur les moyens. Il faut voir qu'on dépense 70 € seulement par habitant. La moyenne près du Conseil de l'Europe, c'est 72 €. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans la moyenne. Et effectivement, l'Allemagne, c'est autour de 131 €. Il y a également la question des juges, justement. Aujourd'hui, on est à peu près, il me semble, à 11 juges, 11 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne des Conseils de l'Europe, c'est 21 magistrats pour 100 000 habitants. Et également, il y a la question des procureurs. Les procureurs aussi, c'est très simple. On en a 3 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne, c'est 12 pour 100 000 habitants. Donc c'est extrêmement concret. Alors oui, Emmanuel Macron, en 2021, il s'était flatté, remercié, de congratuler d'avoir augmenté les moyens de la justice. Mais c'est absolument pas suffisant. Parce qu'en plus, il y a une multiplication du nombre d'affaires en France. On est à peu près à 6,6 affaires pour 100 habitants, donc ce qui est très important. Et encore, on ne parle même pas de tous ces gens qui refusent d'aller porter plainte, parce qu'ils savent très bien que c'est extrêmement compliqué, que aussi souvent les plaintes peuvent être refusées, parce qu'il y a des... Vous savez, il faut respecter aussi des taux justement au niveau des commissariats, etc. Donc ça va être compliqué déjà de déposer plainte, d'aller au bout de la procédure, que ça va coûter cher, etc. Et donc au final, il y a beaucoup moins d'affaires qui sont traitées devant les tribunaux. Mais là-dessus, je trouve qu'il y a une grande hypocrisie de la part du gouvernement, mais de la part des gouvernements aussi d'avant. C'est la fameuse question des prisons. Donc moi, je suis d'accord sur le fait que c'est une logique d'ensemble en fait qu'il faut voir. C'est un moment donné du début de la procédure jusqu'au moment où on peut le mettre en prison, parce que lorsqu'ils seront certainement condamnés, parce que visiblement il va y avoir quand même à nouveau une procédure qui va être entamée dans les mois à venir, ils pourront tout à fait avoir des remises de peine, etc. Parce qu'au bout du compte, le magistrat va dire « moi je n'y peux rien, il n'y a pas assez de places de prison ». Donc c'est toujours cette grande hypocrisie, on refuse de mettre les moyens parce qu'on est toujours sur une vision très court-termiste et non long-termiste justement de la question de la justice. Et là, ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit qu'il n'est même pas certain qu'il soit mis sous résidence surveillée, parce que là aussi, ça ne va pas de soi, en fait. Et bien sûr, la résidence surveillée, dans les faits, c'est extrêmement compliqué. Vous pensez vraiment qu'on va mettre énormément de policiers pour aller surveiller ces personnes? Alors, heureusement, la médiatisation de cette affaire va servir. C'est toujours la même chose. Les Français, ils en ont marre de regarder qu'en fait, on va traiter une affaire et elle va être accélérée uniquement une fois que justement les médias s'en saisissent. Mais ça, c'est une petite goutte d'eau dans un grand verre. Alors, autre sujet qui prête à discussion dans votre matinale aujourd'hui. La Direction générale des finances publiques a-t-elle cédé à la tendance woke? J'ai envie de dire, la réponse est quasiment dans la question. Dans une note interne adressée à ses agents au début du mois, elle demande de bannir l'usage de la civilité dans ses courriers et des communications non genrées, histoire de ne pas heurter les contribuables. Vu qu'on leur demande de l'argent, autant mettre les formes, j'ai envie de vous dire, ou pas finalement, puisqu'on enlève le monsieur ou le madame. Regardez ces explications de Vincent Fandège et on en discute juste après. Terminez la formule « Bonjour madame » ou « Bonjour monsieur ». Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple « bonjour » vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction générale des finances publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée Le Figaro. Dans le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFiP. Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre. Bon, généralement, quand on reçoit une lettre des impôts, c'est rarement pour une bonne nouvelle. On peut taper au porte-monnaie, mais pas à l'identité de genre, manifestement. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que finalement ça va dans le sens du temps Je ne dirais pas que c'est le sens du temps, je dirais que c'est une décision notamment prise par les élites. Pourquoi est-ce que les élites et l'administration prennent ce type de décision ? Parce que le gouvernement et l'administration, comme d'habitude, est fort contre les faibles contre les forts. Ils ont cédé à la tyrannie des minorités. Est-ce que quand vous dites des personnes sont heurtées, ça représente combien de personnes sur le stock global ? Il y a 66 millions de Français. Il y a combien de personnes qui seraient heurtées par une décision en vous appelant madame et monsieur ? Donc ce qu'assiste notamment, et ce qu'on est en train d'assister notamment avec ce gouvernement et cette administration, c'est la tyrannie des minorités. C'est-à-dire que c'est les minorités qui font pression pour faire évoluer l'ensemble. Est-ce que c'est aux minorités de s'adapter à l'ensemble ou est-ce que c'est à l'ensemble de s'adapter à la minorité ? C'est le défi qui va être posé à la civilisation française. Mais vous avez le sentiment qu'il y a des minorités qui militent pour ce genre de courrier ou est-ce que c'est pas simplement le gouvernement qui fait, ou l'administration qui fait du zèle sur ce genre de choses ? Non, c'est parce que vous avez des personnes qui sont des collectifs très bien constitués, notamment les woke, etc., qui vont faire pression sur l'administration en disant, ou à Sciences Po, ou les différents organes, pour dire si vous ne prenez pas tel type de décision, si vous ne mettez pas en place l'écriture inclusive, c'est que vous êtes raciste, vous êtes antisémite, etc. Et ces personnes, pour éviter notamment de faire face à ça, décident de céder eux-mêmes. Et je pense que c'est le défi, et je terminerai dessus, de notre civilisation. C'est est-ce qu'on garde notre modèle unitaire français qui a fait notre succès et notre rayonnement pendant plus de 1000 ans, ou est-ce qu'on s'adapte à la culture anglo-saxonne de l'accommodement déraisonnable ? Et la question qui est posée est la suivante, c'est est-ce que c'est aux 60 millions de Français de s'adapter, ou est-ce que c'est aux minorités de s'adapter à la France et à nos valeurs, à notre civilisation ? Alors, Éric Tegner, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on marque une petite pause puisque c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie Conan. Plus de 40 degrés dans certaines régions. Météo France a placé 5 nouveaux départements en vigilance orange canicule ce vendredi. Il s'agit notamment des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou encore du Lot. 11 départements avaient déjà été placés en alerte orange selon Météo France. La canicule va être intense et durable. La Russie est accusée de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud de l'Ukraine. L'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire accuse l'armée russe d'avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site avec un objectif précis, tirer sur les régions de Nikopol et de Dnipro où des frappes ont été signalées dans la nuit de vendredi à samedi. Premier débat télévisé entre les 5 candidats en lice pour succéder à Boris Johnson. Le show a eu lieu hier soir sur la chaîne britannique Channel 4. Au cours de ce face-à-face, les candidats devaient répondre à des questions du public. Les députés conservateurs vont plusieurs fois voter pour éliminer un par un les candidats. Les 2 finalistes seront choisis par les 160 000 adhérents du Parti conservateur le 5 septembre prochain. Et merci Marie Conan, on vous retrouve à 8h15 pour un nouveau point sur l'information. On parlait de ces courriers, de ces communications non genrées de la part de la Direction générale des finances publiques. Est-ce qu'elle a cédé à la tendance woke pour ne pas heurter les contribuables, ceux qui ne voudraient pas être affiliés à un genre ? Selon vous, Éric Tegner, est-ce que c'est est-ce qu'on a cédé au mouvement woke ? Est-ce que c'est une tendance plus large, en tout cas au sein de la société ? Est-ce que ça manifeste de quelque chose de plus important, d'un mouvement de fond au sein de notre société aujourd'hui, qui, comme le disait William Tell, se rapproche un petit peu de la société anglo-saxonne. Je suis désolé, mais juste pour faire preuve à un peu de bon sens, moi je me souviens quand j'étais adolescent, si j'allais justement chez le coiffeur ou si j'allais chez le dentiste et que je disais bonjour, ma mère me reprenait et disait il faut dire bonjour monsieur ou bonjour madame. C'est comme ça qu'on est bien élevé en fait. Et je trouve que on est beaucoup plus heurté par le fait de voir justement une administration qui est censée aussi être un modèle qui finalement va effacer madame, monsieur. Mais ce qui est intéressant, c'était dans l'explication justement que la journaliste faisait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une mention du mariage pour tous. Ça nous ramène au sujet de tout à l'heure, vous savez, où je disais que justement il fallait arrêter toujours ce procès en homophobie de ceux qui... Et puis en plus, là, la question du mariage pour tous n'a pas grand-chose à voir parce que c'est une question de genre. Là. Sauf que à l'époque où le mariage pour tous en 2013 a été mis en place, derrière des bonnes intentions justement, il y a derrière un agenda justement idéologique. Et cet agenda idéologique, il y avait la PMA, la GPA, à un moment donné c'est les théories du genre, etc. Tout ça c'est un ensemble en fait, qui tend derrière une apparente société libérale justement à uniformiser les gens. Moi c'est ce qui me surprend, c'est qu'on nous a vendu justement en mai 68, pour revenir 50 ans en arrière, on nous a vendu cette société libérale avec la diversité, la promotion de la diversité, etc. Et finalement en fait on veut un individu non genré, on veut un individu uniformisé. Ça correspond aussi à un agenda économique libéral qui tend à ce que s'il n'y a plus
des hommes, des femmes et qu'il n'y a plus qu'un seul consommateur, c'est bien plus facile pour le marché justement de se positionner. Quand on va expliquer ça, on va nous dire « Ah oui, mais vous vous prenez la tête, etc. » Ben voilà exactement ce qui se passe. Et moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que fait M. Darmanin, justement? Parce qu'à un moment donné, à la tête d'une administration, il y a un ministre. Ce ministre, aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, vous savez, il veut être un peu ce flanc droit aujourd'hui du gouvernement. Est-ce qu'il est capable, là, justement, de s'opposer à ces lobbies? Parce que ce sont des lobbies, hein, souvent les lobbies LGBTQI+, vous savez, on ne s'y retrouve plus, qui vont justement imposer ce type de décision, qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est absolument pas partagé par l'ensemble de l'administration. Ouais, on va avancer puisque j'ai d'autres sujets à traiter avec vous dans cette matinale avant la fin de cette première heure. L'Ukraine et la communauté internationale toujours sous le choc des frappes qui ont dévasté le centre-ville de Vinnytsia jeudi. Des frappes avec des missiles de croisière qui ont fait au moins 23 morts, des disparus, plus de 200 blessés dans cette ville de l'ouest du pays qui est pourtant bien loin des lignes de front. La Russie affirme qu'il y avait là une réunion du commandement des forces aériennes de l'Ukraine. Information évidemment démentie par les intéressés. Sur place, on fait le bilan des dégâts. Les images sont commentées par Mathieu Devez. L'heure est au recueillement à Vinnytsia, ville meurtrie du centre de l'Ukraine. Au moins 23 personnes ont été tuées par une frappe russe sur un immeuble commercial du centre-ville. Une déflagration si forte que les civils ont été littéralement balayés, comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance. Vous voyez le résultat. Heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais un homme dehors a été blessé. On l'a retrouvé dans la rue avec des brûlures. Il est actuellement soigné à l'hôpital. 71 personnes sont toujours hospitalisées dans la ville. Cette femme a perdu un proche dans l'attaque. Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle haine envers nous. Nous n'avons jamais menacé qui que ce soit. Nous vivions pacifiquement et travaillions. Pourquoi la Russie nous a-t-elle fait ça? De son côté, la Russie affirme avoir visé une réunion de commandement des forces ukrainiennes. L'Ukraine dément. Envoyer des roquettes sur une ville non combattante, tuer des enfants et des femmes, c'est l'acte de crapules qui seront définitivement en prison. Et nous le prouverons. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, suite à cette attaque, la Russie doit être reconnue officiellement comme un État terroriste. Ah oui, bonne question. Est-ce que la Russie doit être placée sur la liste noire des États terroristes, comme le réclame Volodymyr Zelensky, elle qui n'a reconnu depuis le début du conflit aucune bavure et aucun des crimes qui lui sont imputés? Justement, vous parliez de bavure. Évidemment que là, c'est une bavure. La question est de savoir... bavure ou quelque chose de volontaire. Bavure, est-ce que l'armée russe cherche volontairement à cibler les populations civiles ukrainiennes, ou est-ce qu'il y a malheureusement des dommages collatéraux et des bavures qui sont réalisés? Aujourd'hui, ce qu'on observe effectivement, c'est que l'armée russe, moi je l'ai vu, j'étais à Mariupol, l'armée russe parfois peut se tromper sur les cibles qu'elle va toucher, mais elle ne cherche pas à cibler les populations ukrainiennes. Elle n'y a pas d'ailleurs... pardon, mais là, elle reconnaît aucune des deux situations, c'est-à-dire elle dément tout crime et puis elle dément aussi s'être trompée sur ces cibles. Là-dessus, j'attends juste un peu de voir. Moi, ce que je trouve compliqué de parler de ce type de situation, c'est qu'encore une fois, les fois où j'y étais, moi je suis allé à Mariupol, je me suis rendu par exemple dans des écoles qui avaient été bombardées, donc qui avaient fait du coup la une des journaux. Et en fait, dans les faits, dans ces écoles, il y avait des bataillons, des QG de bataillons de l'armée ukrainienne, etc. Donc les Russes sont convaincus, et ils ont raison sur certains cas, que des bataillons, que l'armée ukrainienne peuvent parfois être dans des bâtiments publics et donc ils vont les cibler. Le problème, c'est qu'effectivement, dans de nombreux cas, ils se retrouvent où en fait ils ne sont pas forcément très bien informés, donc il va y avoir des dommages collatéraux qui vont être très dangereux, ou alors ils vont mal cibler. Encore faut-il en avoir la certitude. Mais effectivement, sur ce genre d'affaires, il faut attendre un petit peu. On se rappelle du centre commercial c'était l'affaire il y a 3 semaines, où justement on avait dit qu'au début les Russes avaient ciblé le centre commercial qui avait fait de nombreux morts, sauf qu'en fait c'était un dépôt d'armes et de munitions à côté qui avait été ciblé. Ce dépôt d'armes et de munitions avait pris feu et ensuite ça avait mis le feu au centre commercial. Donc encore une fois... le temps de nous le dire, on a 14 pays européens. Bien sûr, on peut condamner, mais de la dire que c'est terroriste. Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même très hâtif d'utiliser ce genre de choses. Un terroriste, c'est quelqu'un qui va revendiquer justement de vouloir terroriser la population. Il reste quelques secondes pour William Tay. Est-ce qu'on peut parler d'État terroriste pour la Russie? Est-ce qu'il faut le classer parmi les États terroristes, comme le réclame Volodymyr Zelensky? On est en situation de guerre, et une guerre, c'est sale. Ça va durer des années, ça dure déjà depuis des années, notamment depuis 2014 et depuis le Donbass. Ce qui se pose comme question, c'est est-ce que la Russie viole les conventions de Genève et les différents traités qui ont été mis pour réglementer, entre guillemets, la guerre? Actuellement, il n'y a aucune organisation qui le dit. Donc si par cas, ils auraient commis un crime, notamment en violant la Convention de Genève, et dans ce cas-là, il faudrait les condamner. Mais ensuite, après, sur le deuxième point, sur la question de la condamnation terroriste, c'est juste une guerre.
Et une guerre, c'est ça, là. Et ça va durer 10 ans. Et à la Donetsk, question, qui est c'est que, 20 ans arrière encore. c'est que Emmanuel Macron avait dit, nous assistons à un retour du tragique en Europe. Et le tragique conduit à des événements tragiques. Il y a la question de l'indignation, et je pense que le principal pour nous, c'est une seule question. C'est qu'est-ce que veut l'Europe pour l'Ukraine? Est-ce qu'on préserve l'intégrité territoriale? Est-ce qu'on préserve la Crimée? Est-ce qu'on récupère le Donbass, etc. C'est ça les questions qu'on doit se poser. Et je pense qu'on doit passer à un autre stade qui est plus le stade de l'émotion, mais le stade de la stratégie. Et il y a des morts de l'autre côté, hein. Préciser juste un élément, à Donetsk, il y a encore eu une vingtaine de morts hier, des morts d'ailleurs causées par les canons César. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des obus de canons César justement à Donetsk, ce sont les canons français. Donc il faut aujourd'hui, il y a qu'effectivement des des morts enquêtes aussi de puissent ce attester tout côté-là, ça en raison d'armes et françaises, que ce donc soit c'est la guerre. documenté, ce qui ne l'est pas encore pour le moment, parce qu'on est vraiment aussi... Mais des deux côtés, en fait, c'est pas complètement Mais bien sûr, il faut documenté, c'est ça. documenter, il faut